Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à nos premières et deuxième années du FIMI. Vous pouvez nous poser vos questions sur l'onglet dédié à cet effet et si vous souhaitez, vous pouvez activer vos sous-titres. Je laisse la parole à notre directeur. Bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence parmi nous ce soir. Je suis donc Frédéric Foutiadu, directeur de l'INSA Lyon, et je suis ravi de vous accueillir. Nous souhaitons proposer ce point d'étape à l'articulation entre les deux semestres de l'année d'études et la première année d'études pour ce qui concerne vos enfants à l'INSA Lyon. Ce rendez-vous est relativement nouveau puisqu'il ne s'agit jamais que de la troisième édition. Et ce rendez-vous vise à créer entre vous, parents, et nous, responsables personnels de l'INSA, un lien qui n'existait pas les années précédentes, en tous les cas pas sous cette forme-là. J'ai eu le plaisir d'accueillir certaines et certains d'entre vous lors de la rentrée, mais ce bilan, ce point d'étape, nous permet d'échanger et va permettre essentiellement, après un petit point d'introduction, de répondre à vos questions que vous pouvez, nous venons de vous l'indiquer, saisir directement. Nous tâcherons d'y répondre par texte ou à l'oral. Notre mission, rappelons-le, à l'INSA Lyon, former des ingénieurs et plus particulièrement des ingénieurs humanistes, selon le modèle qui est le nôtre. Dès la création de l'école en 1957, pour l'INSA Lyon, il s'agissait de former des ingénieurs qui étaient soucieux de l'impact des sciences et de leurs applications sur la société, sur l'environnement et sur la planète. Aujourd'hui, bien entendu, cela résonne très fortement avec les enjeux du temps et nous sommes à l'INSA Lyon très fortement mobilisés sur la question de l'urgence climatique, du dépassement des limites planétaires et des enjeux sociaux et sociétaux qui en résultent. Nous avons engagé une profonde transformation de notre établissement ces dernières années pour toujours mieux répondre à ces défis sociaux, écologiques, mais également numériques d'un monde en pleine mutation et en mutation fortement accélérée. Plus largement, nous entendons la mission de l'établissement comme une mission d'éducation et non seulement de formation. Je rappelle que l'INSA accueille plus de 6000 élèves par an de plus de 80 nationalités différentes, plus de 40% d'étudiantes, et je me permets d'insister sur le chiffre, près de 47% d'élèves, jeunes femmes, qui nous ont rejoints cette année en première année. C'est un record en France pour une école généraliste. Je rappelle que la moyenne dans les écoles d'ingénieurs est plutôt autour de 29%. Donc cette féminisation, c'est le résultat d'une politique délibérée d'égalité de genre engagée par l'établissement il y a maintenant quasiment une quinzaine d'années et qui porte ses fruits. Nous accueillons également 26% de boursiers Crous, à peu près 180 élèves en situation de handicap qui font bien sûr l'objet d'un accompagnement tout à fait spécifique et d'un recrutement également adapté. Cela fait de nous la plus grande école d'ingénieurs de France, au moins numériquement, mais aussi la plus réputée après le baccalauréat. Vous le savez, je ne fais ici que le rappeler, l'INSA est extrêmement attractif et est devenu par conséquent extrêmement sélectif. Ce sont plus de 18 500 candidates et candidats pour seulement 690 places ouvertes sur Parcoursup qui se sont présentés pour le recrutement de cette année. Les élèves qui nous ont rejoints, qu'ils soient recrutés via Parcoursup ou par les voies de recrutement à l'international, figurent parmi les meilleurs, et pour ce qui concerne Parcoursup, des meilleurs des lycées en France. La moyenne générale au baccalauréat des admis à l'INSA Lyon cette année, l'année antérieure, frôle les 18. On est à 17,90, ce qui fait de nous l'un des établissements, l'un des 3 meilleurs établissements sur ce critère-là. Les étudiants qui nous rejoignent ont réalisé une brillante scolarité pour y parvenir et n'ont quasiment jamais été confrontés à l'échec. Mais ils évoluent désormais parmi les tout meilleurs. Et il est parfois difficile de continuer à figurer parmi les premiers. Je l'avais indiqué lors de l'accueil. Cela peut parfois avoir un effet déstabilisant auquel nous sommes vigilants parce que nous le connaissons. Donc rassurez-vous d'abord, les taux de réussite à l'INSA Lyon sont très élevés, avec des possibilités multiples d'aménager le cursus en fonction des besoins ou des difficultés rencontrées ça et là. Il est extrêmement important de dédramatiser
ce qui peut être vécu souvent comme un échec, mais qui n'est de fait qu'une difficulté passagère. Mais parfois, il y a besoin d'une réorientation. Tout cela sera discuté évidemment avec les enseignants, avec les responsables pédagogiques. Je souhaite aussi rappeler que les candidates et les candidats qui nous ont rejoints, donc les élèves que nous accueillons aujourd'hui, sont de plus en plus jeunes parce que précisément, souvent extrêmement brillants, ils sont avec une avance par rapport au rythme scolaire. Donc, nombre d'entre eux sont mineurs et ces mineurs attirent, évidemment, nécessitent une attention toute particulière de notre part, celle que nous leur accordons. Ils effectuent, tous ces élèves, leur scolarité sur un vaste campus. Ce campus est 50 hectares pour l'INSA, 100 pour le total de ce campus de la DOA avec notre voisin, l'Université Claude Bernard Lyon. Ce campus, je souhaite rappeler que c'est à la fois un lieu d'études, mais aussi un lieu de vie, en particulier pour celles et ceux qui sont hébergés dans nos résidences, et un lieu de loisirs, d'activités diverses, extra-académiques. Se dire aussi que sur ce campus, ce vaste campus, les jeunes élèves qui nous ont rejoints connaissent une moins grande proximité avec les adultes que lorsqu'ils étaient évidemment, soit dans un lycée, mais aussi dans leur cellule familiale. Tout cela peut susciter des tentations, parfois des questionnements, et tous ces sujets-là, nous devons savoir les accompagner, se rappeler qu'ils sortent d'un cadre donc familial et scolaire où ils étaient très entourés, qu'ils entrent dans un cadre où ils doivent aussi apprendre à se gérer et à acquérir une certaine autonomie, et même au fil du cursus, une autonomie certaine. Nous n'oublions pas non plus qu'ils conservent un lien financier avec leur famille, puisque ce sont les parents, vous, qui financez très largement les études des élèves que nous accueillons. Je souhaite aussi indiquer que cette période-là, le rappeler, c'est une période de transition importante dans leur vie, dans leur jeune vie. Et donc, elle s'accompagne parfois d'interrogations, euh, de nécessité d'adaptation dans un contexte qui est assez radicalement nouveau par rapport à ce qu'ils ont pu connaître. L'enjeu est évidemment d'arriver à évoluer pour chacune et chacun en bonne intelligence et en bonne harmonie avec l'ensemble de la communauté INSA, qui est constituée bien sûr d'élèves, mais également de personnel de différents statuts, d'enseignants, d'enseignants-chercheurs, de personnel d'accompagnement, de personnel technique et administratif. Pour réussir ce vivre ensemble dans cette assez vaste communauté, nous avons à l'INSA Lyon des attentes élevées en matière d'adhésion à nos valeurs, les valeurs de l'établissement, celles que nous portons sur le plan historique, celles que nous traduisons aujourd'hui dans nos actions, et des attentes élevées en matière de comportement. Nous attendons de nos élèves une attitude responsable, et en particulier, nous pourrions la traduire, et nous l'avons exprimé à l'accueil également des nouvelles promotions, le respect de soi-même, le respect de ses camarades, le respect des agents de l'INSA, de notre environnement de vie et de travail commun. Nous pouvons constater, ça et là, par rapport à ces attentes, certains écarts, certains dysfonctionnements, face auxquels nous sommes amenés à prendre des décisions fortes. Nicolas Gaillard, qui prendra la parole juste après moi, s'exprimera à ce sujet, un petit point de situation sur ce qui existe, ce qui concerne une très petite minorité, mais qui existe aussi, dont il faut avoir conscience. Et vous indiquez que à l'INSA Lyon, pour ce qui nous concerne, nous ne serons jamais défaillants dans l'exercice d'une autorité qui nous est conférée et qui est aussi celle des éducateurs que nous sommes. Rappelez enfin que c'est tout ce que je viens d'indiquer, ces conditions de vivre ensemble, cet accompagnement et aussi cet exercice de l'autorité sont des conditions nécessaires, pas toujours suffisantes, mais absolument nécessaires pour bénéficier pleinement de l'expérience INSA dans toute sa richesse et pour chacune et chacun de nos élèves, contribuer par leur comportement, par leur réussite, par leur réalisation à la réputation exceptionnelle de notre institution qui leur doit beaucoup. Cette brève introduction étant passée, je transmets la parole à Nicolas Gaillard, directeur général des services adjoints, en charge de la vie de campus et qui va s'exprimer sur cette vie de campus à l'INSA Lyon. Nicolas, c'est à toi.
Donc, bonsoir à tous. Effectivement, votre fils, votre fille il y a 5 mois, rejoint un campus à l'américaine, en fait, qui regroupe les 4 fonctions principales de l'urbanisme moderne. Et donc, le directeur l'a exprimé juste avant. Votre enfant pourra vivre finalement sur ce campus, hein, avec des services d'hébergement. Donc, la plupart de nos étudiants en FIMI sont logés, hein, font partie des 3000 étudiants logés, et de restauration, bien évidemment, avec les différentes formules que nous proposons. Il aura aussi la capacité d'avoir des loisirs avec des lieux de débat, des infrastructures sportives, culturelles, festives, sportives, j'ai déjà dit, qui lui permettront finalement d'acquérir aussi d'autres relations sociales. Il pourra bien évidemment, et on y reviendra, notamment Marion, travailler, hein, sur le campus grâce aux bâtiments qui sont mis à leur disposition en journée, mais aussi en soirée et le week-end. Et bien entendu, il bénéficie de toutes les modalités d'infrastructures modernes qui existent, hein. Nous avons 2 lignes de tramway actuellement qui desservent le campus. Nous en aurons 2 autres dans 3 ans à peu près. Nous avons des places de vélo sécurisées, hein, plus de 500, et des nouvelles voies, des sortes d'autoroutes à vélo qui viendront desservir le campus très prochainement. Nous en aurons 3 qui passeront à proximité de ce campus. Donc en fait, ce campus de 100 hectares, il est exceptionnel. Il est international. Frédéric Fottiadu l'a un peu dit, hein, avec les 80 nationalités que nous accueillons. Il faut savoir que 45% des étudiants qui sont logés sur notre campus ne sont pas français. Donc ça en fait un lieu finalement d'ouverture particulier, un lieu d'échange. Et ce campus, il est très arboré. Ça en devient un lieu finalement où ils peuvent développer leurs compétences, leurs envies, et finalement y développer leurs valeurs futures d'ingénieurs et de citoyens. C'est donc quelque chose sur lequel nous comptons beaucoup. Nous permettons aussi d'avoir une vie associative qui est très riche, très formatrice. Alors peut-être que les étudiants de FIMI ne sont pas ceux qui en bénéficient le plus, mais dans leur cursus, ils iront en bénéficier dès la 2e année. En général, nous voyons que nos étudiants s'investissent dans les associations de manière assez importante. Cette vie associative nécessite un accompagnement qui mobilise beaucoup d'énergie et de moyens de la part de notre établissement. Donc, c'est parce que nous y croyons beaucoup. Et c'est en effet un privilège d'étudier et d'être admis à l'INSA, hein. Nos élèves sont de très bons niveaux, ils ont un très fort potentiel, mais il faut effectivement qu'on les accompagne parce que malgré tout cet environnement, nous sommes confrontés à des actes d'incivilité. Alors, nous avons des dégradations de biens, une chose beaucoup plus grave, des mises en danger de nos étudiants, hein, qu'ils soient individuels, voire de leurs collègues, hein, de la vie d'autrui. La perturbation, effectivement, quelquefois des conditions de vie des autres élèves, et des comportements qui peuvent être irrespectueux envers nos personnels. Alors, notre volonté est bien sûr d'intervenir au maximum en amont pour prévenir ces débordements, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi faire preuve de fermeté pour protéger notre communauté et notre patrimoine, et faire vivre, les rendre réelles, ces valeurs humanistes que prône l'INSA. Alors, nous avons des possibilités de mettre en place des sanctions, hein, avec des travaux d'intérêt général qui sont au service de notre collectivité, mais aussi de déployer des conseils, des procédures disciplinaires et des conseils de discipline, hein, qui ont une capacité assez forte en termes de sanctions, hein, qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion totale, par exemple, de nos résidences, mais voire de l'établissement INSA, ou avec sursis ou sur une durée, voire de tout établissement universitaire en France, dans les cas, bien évidemment, les plus graves. Et nous pouvons, c'est un peu une nouveauté depuis le post-Covid, aussi faire des dépôts de plainte quelquefois contre nos propres élèves, hein. Donc c'est quelque chose que nous ne faisions pas avant, mais que maintenant nous faisons quand nous jugeons que c'est nécessaire pour le bien vivre ensemble. Alors ces situations sont très exceptionnelles. Frédéric Potiadu le disait, hein, c'est vraiment pas la masse de nos étudiants qui sont concernés, mais elles sont en rapport avec d'importants dispositifs d'accompagnement de nos étudiants aussi dans la vie de tous les jours, parce que nous essayons de les sensibiliser à se vivre ensemble sur notre vie de campus.
Et nos dispositifs d'accompagnement, qui sont importants, comportent plusieurs volets. Donc, il est important que vous le sachiez. Donc, un premier volet qui concerne la santé et le bien-être. Donc, nous avons un service de médecine préventive à l'INSA avec des médecins, infirmières, un psychiatre, un médecin psychiatre qui fait des vacations. Et puis, nous avons aussi un centre de santé universitaire avec un médecin généraliste qui peut faire des consultations, qui peut être référent pour votre enfant, des infirmiers qui peuvent aussi donner certains actes de soins. Sans vous inonder de chiffres, il faut savoir que sur l'année 2023, je viens de recevoir le bilan. Nous avons près de 1350 consultations de médecine générale, pas loin de 200 soins infirmiers qui ont eu lieu et un peu plus de 2000 passages infirmiers, c'est-à-dire un peu de traitement de bobologie, ce qui est important dans une ville comme Lyon, où il est quelquefois compliqué d'avoir accès aux services de santé de la ville. Nous avons aussi un service de conseil et d'accompagnement personnalisé, on appelle CAP, hein, c'est le résumé, avec 3 conseillères d'orientation psychologues qui fait un suivi de nos élèves, donc un suivi individuel qui peut aller de la gestion de stress, la gestion du temps, l'aider aussi l'élève sur sa gestion alimentaire en relation avec le centre de santé, mais aussi sur sa problématique vis-à-vis de ses études et éventuellement les questionnements qu'il peut se poser en termes d'orientation. Nous avons un dispositif là aussi assez récent et qui est un dispositif de qualité avec une cellule d'écoute, d'accompagnement et d'information contre toutes les discriminations, les harcèlements et les violences sexistes et sexuelles. Donc c'est un dispositif qui fonctionne à la fois pour nos étudiants d'ailleurs et pour nos personnels éventuellement dans l'établissement et qui remet des rapports et des instructions ensuite suite à l'écoute et qui nous permet, nous, de déclencher des mesures de préventives, voire des procédures disciplinaires. Et puis, bien évidemment, nous avons un volet social avec un assistant social qui accompagne nos élèves dans leurs difficultés financières ou administratives. Hein. Depuis très longtemps, l'INSA a mis en place ce type d'appui qui vient également en relais avec l'appui du CROUS, hein, que vous connaissez, hein, dont c'est la vocation au niveau du territoire national, et qui peut donc avoir accès à la fois à des fonds d'urgence éventuels, voire des dispositifs de bourse de l'INSA, du CROUS ou de la fondation de l'INSA Lyon. Et tout cet environnement est accompagné par des services de l'INSA qui permet d'assurer le bon déroulement des événements étudiants. Donc, on a un service dédié au niveau politique, hein, placé auprès du directeur, donc une direction politique de la vie des élèves, et qui peut elle-même appuyer ses orientations par mon intermédiaire auprès d'un certain nombre de directions, donc notamment une direction administrative de la vie étudiante associative, la direction du patrimoine ou la direction qui s'occupe des aménagements extérieurs du campus, qui nous permet de gérer l'ensemble des événements qui peuvent être d'une ampleur quand même assez importante. Je ne sais pas si vous avez entendu parler déjà des 24 heures de l'INSA, mais par exemple, là, c'est une manifestation quand même assez exceptionnelle en milieu urbain qui se réalise au mois de mai chaque année. Nous avons aussi un service de secours, sûreté et sécurité incendie, c'est important de le rappeler, qui est présent 24 heures sur 24, 365 jours par an, et notamment nos étudiants logés peuvent faire appel à ce service. Ce service lui-même est capable de déclencher un dispositif d'astreinte qui est présent sur la plage maximale, hein, aussi toute l'année, en résidence, hein, sur des problèmes techniques pointus à régler, mais aussi au niveau de l'encadrement de l'établissement et de notre direction générale, puisque nous sommes plusieurs à faire des astreintes et pouvant être joints dans les cas les plus graves, les plus problématiques. Et tout cet ensemble d'accompagnement repose aussi, j'en ai parlé tout au début, sur des actions de sensibilisation et de prévention. C'est particulièrement important. Donc, nous avons, dans la dernière année, accompagné particulièrement les familles d'étudiants hein, qui vont se constituer en association pour développer des relations fraternelles entre nos étudiants. Ça, je pense que certains de vos enfants vous en ont parlé. Nous avons aussi, à l'après-rentrée, travaillé sur des sessions interactives pour les élèves de première année, hein, pour leur faire prendre conscience des règles
de ce vivre ensemble et de favoriser la diminution des actes d'incivilité et de comportements à risque. Nous avons tout un dispositif sur un problème qui concerne beaucoup les étudiants d'une manière générale et un peu notre communauté aussi, donc sur la prévention à la consommation, à la maîtrise de la consommation de l'alcool et bien évidemment à la prévention aussi des tentations vis-à-vis des stupéfiants. Donc là, nous sensibilisons d'abord les responsables d'associations et de familles, et puis ensuite, nous faisons redescendre sur l'ensemble des étudiants, finalement, ces actions. Et j'en ai parlé avec la cellule d'écoute. Nous sensibilisons aussi aux violences sexistes et sexuelles avec des interventions dans les départements de formation et auprès des associations, avec notamment des dispositifs un peu innovants de type de théâtre. Donc, ces dispositifs d'accompagnement sur la vie de campus viennent bien évidemment compléter les dispositifs d'accompagnement à la formation dont va vous parler Marion. Merci Nicolas, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, je suis Marion Frégonès, directrice du département de formation initiale au métier d'ingénieur, donc le département dans lequel évoluent vos enfants actuellement. Alors, il a été fait mention d'un certain nombre de comportements qu'on peut qualifier d'irresponsables dans certains cas. Dans le cadre de la vie de campus, je voulais vous rassurer, dans le cadre de la vie scolaire, on a très très rarement à faire de la discipline. Tout se passe bien dans nos cours. On a en face de nous des élèves qui sont brillants, qui sont respectueux des enseignants et qui ont, malgré les difficultés que rencontrent certains, des taux de réussite élevés. Donc, globalement, vos enfants évoluent et nous évoluons avec eux dans une très bonne ambiance de travail et nous apprécions toujours autant de travailler avec eux. Je vous propose de vous partager quelques dispositifs d'accompagnement complémentaires qui sont plus associés à la scolarité des élèves, en particulier pour l'adaptation pour les élèves en première année, mais je parlerai aussi un petit peu de ce qu'on met en place pour les élèves de deuxième année. Cet accompagnement, il démarre en fait avant la rentrée, puisqu'on accueille un certain nombre d'élèves en école d'été, donc en particulier les élèves étrangers des filières internationales, mais aussi un certain nombre d'élèves qui sont sous ce qu'on appelle convention diversité, et donc qui bénéficient d'une école d'été avant la rentrée. On a également un accueil en pré-rentrée pour tous nos élèves de première année. Donc, ils commencent déjà à réfléchir à leur parcours, notamment au travers de la conférence qui est donnée par un ingénieur au tout début de leur arrivée et sur laquelle une activité théâtrale se construit ensuite juste derrière. Et puis, les élèves sont également accueillis par leur enseignant référent. Donc, ça, c'est un dispositif d'accompagnement spécifique. Chaque élève a un enseignant référent. Cet enseignant est en charge d'un groupe de 75 à 100 élèves et il en suit plus particulièrement à peu près un tiers en moyenne qui vont rencontrer des difficultés à un moment ou à un autre de l'année. Donc cet enseignant rencontre individuellement les étudiants, soit à sa demande à lui, soit à la demande des élèves, et va être en lien avec l'ensemble des services d'accompagnement dont a parlé Nicolas Gaillard juste avant. S'il y a nécessité d'être réorienté vers le centre de santé, vers le centre d'accompagnement psychologique, vers l'assistance sociale. Donc ça passe par cet enseignant référent. Cet enseignant référent va aussi orienter l'élève vers des ateliers méthodologiques qu'on propose en début d'année, en première année, pour aider les élèves à passer la marche du passage du lycée à l'enseignement supérieur en termes d'organisation du travail. Et puis, il va également inviter les élèves qui rencontrent des difficultés ponctuelles à s'inscrire dans les différents ateliers de soutien disciplinaire qui sont proposés, qui sont à l'emploi du temps, en fait, en première et en deuxième année, sur l'ensemble des semestres. Donc, les élèves ont un créneau sur lequel ils peuvent s'inscrire à du soutien disciplinaire qui est donné par des enseignants, avec des petits groupes d'élèves compris entre 4 et 8 élèves. L'enseignant référent va également, si nécessaire, proposer à certains étudiants de bénéficier de ce qu'on appelle un tutorat passerelle, qui est en fait une sorte ce sont des cours, des explications d'exercices, etc., qui sont assurés par des élèves des départements de spécialité, donc en année 3, 4 ou 5 de l'INSA, et qui sont rémunérés par l'établissement, et qui donc vont donner du soutien disciplinaire par petits groupes de 4 élèves. Donc ça a lieu en première et en deuxième année. On travaille, alors parmi
les aménagements aussi qu'on met en place, on est amené à mettre en place un certain nombre d'aménagements de scolarité sur recommandation des services médicaux ou des services psychologiques. Donc, aménagement de scolarité, ça peut vouloir dire modifier l'organisation des différents enseignements de façon à étaler la scolarité sur 2 ans au lieu d'une pour une année, mais c'est aussi des aménagements d'évaluation, des aménagements pour les examens. Donc, on essaye, dans la mesure du possible, de nous adapter aux demandes des services médicaux. Pardon. On travaille également avec les élèves de première et deuxième année sur les questions d'orientation dans le cadre de ce qu'on appelle le projet personnel et professionnel. On appelle ça le PPP dans notre jargon. Donc, à la fois pour les élèves de première année qui rencontreraient des difficultés importantes sur lesquelles il est nécessaire, à partir de la période qui vient là, suite aux résultats qu'ils auront obtenus aux évaluations de fin de semestre, de se réinscrire sur Parcoursup. Pour la plupart d'entre eux, c'est vraiment un principe de précaution uniquement, mais on va inviter, on l'a pas encore fait, on attend qu'ils aient fini leurs évaluations de fin de semestre, mais la semaine prochaine, on va inviter les élèves qui rencontrent des difficultés et qui n'auront pas validé le semestre 1 à se réinscrire sur Parcoursup pour être sûr d'assurer leurs arrières si jamais la fin de l'année restait difficile pour eux. J'insiste, pour la plupart d'entre eux, ça sera une précaution inutile, mais c'est bien de la prendre. Du coup, sur ce sujet-là, il y a un point d'attention qu'il est important d'avoir, puisque la grande majorité des élèves qui vont se réinscrire sur Parcoursup resteront chez nous en deuxième année. C'est de bien se désinscrire de Parcoursup au mois de juillet quand ils auront eu les résultats des jurys. Donc ça, c'est important, on leur dit aux élèves, mais c'est important si vous pouvez aussi leur rappeler, le faire, parce qu'on bloque des places. Par exemple en IUT, et si les élèves ne se désinscrivent pas. Donc ça, c'est important de le faire. Donc, on les accompagne. Pour certains élèves, en particulier les élèves étrangers qui n'avaient pas fait la procédure Parcoursup, on va les accompagner pour pouvoir faire cette inscription. En deuxième année, on travaille avec eux à la préparation de leur orientation et de leur intégration dans les départements de spécialité au travers de différents dispositifs. Donc, la journée objectif ingénieur qui a eu lieu au mois de décembre, le forum des départements qui va démarrer dans 10 jours, pendant lequel ils auront la possibilité d'aller visiter l'ensemble des départements de spécialité. Ils vont également découvrir des départements via leur parcours pluridisciplinaire d'initiation à l'ingénierie qui vont attaquer à partir de la semaine prochaine. Et puis, on les informe aussi beaucoup sur toutes les opportunités de formation par l'apprentissage, dont les modalités commencent aussi en ce moment. Donc, on travaille aussi beaucoup avec nos élèves de deuxième année sur ces sujets-là. J'ai vu une question qui revenait dans le chat. J'en profite pour y répondre tout de suite parce que je pense que de toute façon, on devra y répondre. Il est questionné les pourcentages de passage en année supérieure. Alors, sur la fin de la première année, on n'a pas de quota pour le passage en deuxième année, mais force est de constater qu'en fait, on est à peu près toujours sur les mêmes taux de passage en deuxième année, en tout cas, ou de poursuite d'études sur l'INSA Lyon. On a des taux de démission et d'exclusion. Alors, j'aime pas bien ce terme d'exclusion, je préférerais employer le terme de réorientation parce qu'on travaille avec les élèves à la réorientation quand on voit que la fin de l'année reste difficile. Donc, les taux de réorientation plus démission sont compris entre 9 et 12% en général sur les différentes années précédentes. Ça varie relativement peu. Sachant que dans les réorientations, on a beaucoup de démissions de fait. En fait, ce sont des élèves qui, en fin d'année, ont déjà décroché et ont déjà travaillé leur réorientation. En deuxième année, le taux de passage en troisième année est de l'ordre de 90%, 93%, donc beaucoup plus élevé. Très peu d'exclusions, ça arrive, mais c'est vraiment très rare. Et peu de démissions aussi en deuxième année. Par contre, on a un certain nombre d'élèves qui redoublent leur deuxième année. Voilà, un dernier point pour terminer, un point important pour nous parce que c'est aussi une question qui revient très souvent. À partir du moment où un élève est majeur, en application de la loi, nous ne sommes plus autorisés à transmettre un certain nombre d'informations aux parents. Donc, en tant que parent,
enfin voilà, on sait que c'est frustrant, mais on applique la loi. Donc on a des échanges avec vous dans le cas où vos enfants sont mineurs, mais à partir du moment où ils sont majeurs, on n'échange plus d'informations, sauf si évidemment l'élève le demande. Voilà, je redonne la parole à Frédéric Fautiadu pour la conclusion, les quelques mots de conclusion. Merci Marion pour cette intervention. Merci Nicolas. Rappelez effectivement que l'INSA Lyon est un établissement très fortement engagé, vous le voyez, dans la réussite des élèves qui nous ont rejoints, dans leur accompagnement dans toutes les dimensions possibles. Alors, on perçoit au travers des différentes questions que vous avez posées que cet accompagnement n'est peut-être pas toujours rigoureusement parfait. Après, on va tâcher de répondre à vos questions, puis aussi de remettre en perspective. Je prends un exemple extrêmement simple, c'est que aujourd'hui, mais quand un service est saturé, vu que les créneaux ne correspondent pas, c'est le cas des médecins de soins, nous n'avons pas la capacité à accompagner l'ensemble des élèves. Je rappelle que nous ne nous substituons ni à la médecine de ville, ni aux services généraux de santé, mais que nous avons un service de proximité qui permet de répondre aux besoins les plus urgents et ne pas se substituer aux médecins de famille, par exemple, ou au suivi médical quotidien. Donc, c'est un exemple de ce que nous pouvons faire et de ce que nous pouvons évidemment moins faire. Nous allons tâcher de répondre à vos questions. euh, Soit directement, vous le voyez, puisque c'est déjà en cours, les modérateurs ou les intervenants répondent à des questions et donc elles apparaissent dans les questions répondues avec les réponses. Tout cela sera rediffusé, nous vous l'avons dit, accessible à distance. Et vous indiquez aussi que notre engagement vis-à-vis de la réussite des étudiants, c'est aussi un engagement vis-à-vis de la qualité du cadre de vie des élèves, dans la mesure aussi des limites des moyens de l'INSA, en particulier pour rénover dans des ampleurs qui sont assez particulières à l'établissement, les résidences. Mais ça, c'est un sujet sur lequel nous travaillons, mais que nous tâchons de faire au mieux pour faciliter cette réussite et qu'elle est au rendez-vous, puisque les taux de succès à l'INSA sont particulièrement élevés. Je voulais en conclusion aussi souligner, puisque cela a été évoqué, le rôle de la Fondation INSA Lyon dans les dispositifs d'aide, dans les aides sociales en particulier, dans les bourses dont bénéficient largement les élèves qui en ont besoin, qui sont en situation ponctuelle de difficulté, mais aussi les élèves qui portent des projets personnels, des projets tout au long de leur cursus. Et la Fondation, en plus de ce que nous pouvons faire à l'INSA, s'engage à leur côté. Je vous invite, si vous souhaitez y contribuer, à donner à la Fondation, puisque la Fondation bénéficie à la fois des dons des entreprises partenaires, des dons des diplômés, de la solidarité intergénérationnelle des diplômés INSA, qui alimentent les fonds qui permettent de soutenir les élèves les plus en difficulté. Et puis également donc les acteurs de la communauté, les parents en particulier, qui peuvent faire une action solidaire. Voilà pour la présentation que nous voulions faire. Nous avons maintenant à peu près encore 1 heure de temps d'échange pour répondre dans la mesure du possible à l'essentiel de vos questions. Alors nous allons prendre des questions qui ne sont pas déjà en cours de réponse, parce qu'il y en a évidemment auxquelles on a déjà répondu, d'autres qui sont en cours de réponse, d'autres pour lesquelles effectivement des réponses ont pu être données en direct. Donc, euh, je vois une question ponctuelle, on n'y a pas encore répondu. Je me tourne vers Nicolas. Y aura-t-il une campagne de vaccination au papillomavirus prévue dans votre département centre de santé de prévention? Nicolas, je ne sais pas si tu as cette information. Si nous ne l'avons pas, nous allons la rechercher. Non, je vais la rechercher. On n'a pas, enfin moi j'ai pas en tête que l'on ait déclenché une campagne. Après, finalement c'est comment dire une vaccination qui est assez banale entre guillemets et donc qui se fait normalement par l'intermédiaire de son médecin de famille. Donc on pourrait imaginer un dispositif à ce sujet-là, mais je ne crois pas qu'on ait lancé de campagne à ce propos. Je reviendrai vers la direction de la communication, je vous dirai. Merci Nicolas. Alors, un point sur les règles de validation des unités d'enseignement des groupes de matières pour le passage en deuxième année en cas de résultats insuffisants. Alors, cette question qui est posée, je me tourne vers Marion, puisqu'on a aussi beaucoup de questions autour de ces conditions de validation, des questions des rattrapages, des questions aussi sur les difficultés sur les méthodes d'apprentissage et l'accompagnement. Marion a décrit le dispositif, mais si tu veux bien peut-être préciser au regard de ces échanges. Oui, bien sûr.
Alors, les critères de validation, donc pour nos enseignements sont appelés EC, par exemple les mathématiques, c'est une EC, c'est un EC, la physique, c'est un EC. Et ces EC sont regroupés dans ce qu'on appelle des unités d'enseignement. Par exemple, les mathématiques et l'informatique sont dans un EC qui s'appelle, dans une UE, pardon, qui s'appelle mathématiques et numérique. Donc, on a des critères de validation des UE. Une UE est validée si l'ensemble des EC, si la moyenne à cette UE est supérieure à 10, supérieure ou égale à 10. Chacun des EC est affecté de coefficients qui correspondent à peu près, qui sont proportionnels à peu près à la durée d'enseignement dans la semaine de chacun des EC. Donc, il faut que la moyenne donc la moyenne à une UE soit supérieure à 10 et il faut qu'il n'y ait aucune moyenne d'EC strictement inférieure à 7. Donc, si c'est le cas, les UE sont automatiquement validés, les crédits ECTS associés sont automatiquement acquis et donc l'élève valide ses différents semestres de cette façon-là. Donc, on a une bonne partie de nos étudiants qui ont validé automatiquement l'ensemble de leurs EC et UE en fin d'année. Donc, ces élèves automatiquement passent en année supérieure. Et puis, on a un certain nombre d'élèves qui ne valident pas une UE ou plusieurs UE pour différentes raisons, soit parce que la moyenne est inférieure à 10, soit parce qu'il y a un EC dont la moyenne est inférieure à 7. Donc, ça ne veut pas dire que ces élèves seront forcément exclus, ça veut dire qu'ils ne valident pas automatiquement, et ça veut dire que c'est le jury de fin de semestre qui va décider si il accorde cette validation à l'élève ou pas. Ces validations sont accordées en fin d'année. On ne prononce aucune décision en fin de premier semestre. Donc, on va avoir un jury là, de fin de premier semestre, début mars. Mais ce jury fait le point en fait sur l'ensemble des résultats des étudiants. Ça permet d'identifier de nouveaux étudiants en difficulté qu'on n'aurait pas identifiés en début d'année. Ça permet de prendre contact avec eux, mais on ne prononce aucune décision à ce moment-là. Donc, tous les élèves poursuivent leur scolarité au deuxième semestre, que ce soit en première ou en deuxième année. Ensuite, en fin d'année, donc, se tient un jury qui, lui, va prendre des décisions. Donc, soit décider de valider les UE qui n'étaient pas validés automatiquement et donc de prononcer un passage en année supérieure, soit de ne pas les valider. Et là, il y a deux possibilités, du coup, qui vont s'offrir, soit une réorientation ou une exclusion de l'établissement, soit un redoublement. Le redoublement en deuxième année peut être proposé à l'ensemble des élèves. Par contre, en première année, on ne proposera un redoublement qu'aux étudiants qui ont rencontré une situation particulière, exceptionnelle au cours de leur année, des événements qui sont des événements exceptionnels qui sont venus perturber leur scolarité. Donc, on proposera un redoublement uniquement à ces élèves-là. L'objectif ici, c'est de permettre aux étudiants de réussir chez nous ou réussir à l'extérieur, dans un autre établissement. Et donc, on souhaite proposer cette réorientation le plus tôt possible pour ne pas faire perdre du temps aux élèves et de les mettre en difficulté en deuxième année et de prendre le risque de devoir prononcer une exclusion en fin de deuxième année. Donc, voilà notre façon de procéder. Ne soyez pas surpris pour les élèves qui sont en première année, pour les parents dont les enfants sont en première année, ne soyez pas surpris. En fin de premier semestre, on a à peu près entre 40 et 50% d'élèves qui ne valident pas automatiquement leur premier semestre. C'est tout à fait courant chez nous. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas valider leur année. Ça veut dire que le passage du lycée au supérieur prend un petit peu de temps. Ils ont besoin de s'organiser, ils ont besoin de méthodologie dans leur travail qu'ils n'ont pas encore complètement acquise en fin de premier semestre. Donc voilà, ne soyez pas surpris par ces chiffres. Ensuite, j'ai vu un certain nombre de questions relatives au passage en département pour les élèves de deuxième année. Donc, pour le passage en département, nos élèves on va calculer une moyenne générale sur la deuxième année et on ne la calcule que pour le passage en département. On ne la calcule pas pour le passage en année supérieure. On la calcule que pour le choix de département. Les élèves sont classés en fin de deuxième année et on va leur demander d'émettre des vœux de département et ensuite on les affectera dans les départements. D'abord dans leur vœu 1 et puis ensuite en fonction de leur classement, on descendra dans leur vœu. Donc, j'ai vu passer une ou deux questions sur est-ce que mon enfant a des notes qui sont plutôt moyennes, voire voilà, il est plutôt en bas de promo. Est-ce qu'il doit adapter ses choix de département? Non, il faut qu'il classe le département qu'il souhaite.
Il n'y a pas de stratégie à avoir. Il faut vraiment que le classement soit fait en fonction des vœux, voilà, des vœux de cœur des élèves. Et puis ensuite, eh bien, l'affectation se fera. Il faut savoir que globalement, on a 85% de nos étudiants qui ont l'un de leurs 3 premiers vœux. Il est extrêmement rare qu'on descende en dessous du 3e vœu et on a quasiment 95%. Pardon, excusez-moi, je me suis mélangée dans les chiffres. On a 85% des élèves qui ont leur premier vœu et on a 95% des élèves qui ont l'un de leurs 3 premiers vœux. Merci Marion. Alors, je crois il y avait d'autres questions. Je pense on va pouvoir y revenir. Moi, peut-être que des petits points annexes auxquels nous pouvons répondre rapidement sur la question des courriers pour avertir d'éventuels problèmes. La question est posée, est-ce que nous recevrons un courrier? Euh, alors, la réponse est, nous l'avons donnée, tout dépend du fait que votre enfant soit mineur ou majeur. Si il ou elle est majeur, eh bien, nous ne pouvons pas nous retourner vers les parents. C'est une forme d'obligation légale. Maintenant, si votre enfant nous y autorise, effectivement, il y a des alertes qui peuvent remonter. Mais nous sommes tenus de respecter la responsabilité des élèves majeurs sur ces questions. Voilà, donc ça c'est une première chose. Autre question sur la filière STI2D. Alors je vois qu'il va y avoir une réponse, donc peut-être Marion, tu peux le préciser. Aujourd'hui, nous avons quelques étudiants qui viennent des filières technologiques, STI2D. Je ne sais pas ce que vous souhaitez savoir en particulier, mais peut-être donner un point d'information sur la façon dont les bacheliers technologiques sont accueillis depuis cette rentrée à l'INSA. Marion? Oui. Alors, on accueille des bacheliers technologiques depuis de très nombreuses années à l'INSA Lyon. On est 2 établissements sur le groupe INSA Lyon et INSA Toulouse, à les accueillir. Donc, auparavant, les bacheliers technologiques étaient accueillis dans une filière spécifique avec des taux de réussite. On a fait une analyse sur plusieurs années avec des taux de réussite et de diplomation qu'on a jugés insuffisants. Et on était relativement embêtés d'admettre des élèves et de ne pas être capable de les amener jusqu'au bout de leur scolarité et de les diplômer. Donc, on a réfléchi à un nouveau modèle pour Lyon. Et donc, ces élèves seront toujours dans une filière spécifique, mais pas tout seuls dans cette filière spécifique. On accueille aussi un autre public dans cette filière qui s'appelle INSAvenir, qui a ouvert à la rentrée 2023. Donc, on accueille des bacheliers technologiques, mais on accueille aussi, pour moitié, des étudiants issus d'un bac général, mais qui n'avaient qu'une seule spécialité scientifique en terminale. Donc, on les accueille au sein de cette filière qui dure 2 ans. Et qui remplace, on peut le dire comme ça, qui remplace la première année. C'est-à-dire que pendant 2 ans, ces élèves vont travailler le programme de première année. Ils vont travailler aussi un petit peu du programme de deuxième année, un peu en avance, de façon à les préparer, à intégrer ensuite la deuxième année avec tous les autres étudiants. Donc, ils seront mélangés ensuite avec tous les autres étudiants avant de pouvoir accéder à n'importe quel département de spécialité. Pardon. Donc actuellement, on accueille 13 étudiants issus des bacs technologiques, avec 13 étudiants titulaires d'un bac général avec une seule spécialité scientifique. Et l'objectif, c'est de doubler la promotion à relativement court terme pour pouvoir revenir à un nombre d'élèves bacheliers technologiques de l'ordre de 25 à 26. Merci Marion. Plusieurs questions sur l'enseignant référent. Savoir si c'est lui qui suit les résultats scolaires, savoir si la rencontre est systématique, savoir si cet enseignant est aussi le référent pour le stage obligatoire, etc. Ce rôle d'enseignant référent. Alors, le rôle d'enseignant référent, c'est effectivement de suivre plus spécifiquement les élèves en difficulté. Donc, il a bien évidemment accès à l'ensemble de leurs résultats scolaires. Et c'est sur la base de ces résultats scolaires aux premières interrogations écrites qu'il va convoquer les étudiants en difficulté pour leur proposer différentes solutions, le tutorat passerelle, le soutien, la réorientation vers les services d'accompagnement si nécessaire. Ensuite, il peut aussi être contacté directement par certains élèves qui rencontreraient des difficultés qui n'auraient pas forcément été identifiées via les notes pour échanger avec l'enseignant. Donc, comme ce que je disais tout à l'heure, l'enseignant référent peut être responsable d'une centaine d'élèves. En général, en moyenne, il va interagir plus spécifiquement avec à peu près une trentaine d'élèves parmi ces 100. Il suit plus spécifiquement à peu près un tiers des élèves. Là non plus, c'est pas un quota, hein. C'est l'expérience qui montre que c'est à peu près le nombre d'élèves que l'on suit dans ce qu'on appelle une lanière chez nous.
C'est pas, donc cet enseignant référent, il est différent en première et en deuxième année. Sauf dans les filières internationales. Dans les filières internationales, les enseignants référents sont les mêmes en première et en deuxième année. Ce ne sont pas les enseignants qui sont référents pour le stage. Alors, les enseignants référents pour le stage, ça peut être n'importe quel enseignant de l'étudiant. Moi, j'ai déjà des étudiants qui sont venus me demander d'être référents pour leur stage. Là, il s'agit donc c'est un point administratif associé à la convention de stage auquel nous devons nous conformer, c'est-à-dire qu'on a l'obligation, dans le cadre d'un stage, de s'assurer que tout se déroule bien. Donc, l'enseignant qui sera référent du stage prendra contact 2 fois avec l'élève et 2 fois avec le responsable du stage en entreprise pour s'assurer que l'élève évolue en sécurité et que tout se passe bien et que l'élève se comporte de façon adéquate également dans l'entreprise. Mais c'est pas du tout, du coup, c'est pas la même personne que l'enseignant référent. Alors Marion, peut-être une clarification qui apparaît sur toujours les taux de réussite, sur le fait est qu'il y a peut-être 40% d'étudiants, d'élèves qui ne valident pas la totalité des UE au premier semestre et malgré tout, quasi 90% qui passent en deuxième année. Alors, la question des rattrapages, la question des validations est posée à plusieurs endroits. Effectivement, j'ai pas parlé des rattrapages, désolé. Sur les 2 premières années de l'INSA Lyon, c'est pas le cas ensuite en département de spécialité, mais sur les 2 premières années, on n'a pas de rattrapage. C'est pas possible de les organiser en fait pour être dans les calendriers de jury, les calendriers de Parcoursup, on ne peut pas le faire. Donc il n'y a pas de rattrapage, mais par contre le jury, lui, va prendre en compte lors de sa décision l'ensemble des éléments à sa disposition, notamment via l'enseignant référent. Et j'ai oublié de dire que l'enseignant référent était présent aux commissions préparatoires qui préparent les jurys. Donc c'est lui qui connaît les élèves, c'est lui qui amène les éléments aux enseignants qui vont ensuite et au jury qui va ensuite décider de la suite de la scolarité de l'élève. Évidemment, tout ça se fait dans le cadre du secret médical. Dans ces commissions préparatoires, si l'étudiant a eu des difficultés de santé ou des difficultés psychologiques, les services d'accompagnement sont présents. Et donc, évidemment, en respectant le secret médical, font état de l'impact de ces difficultés sur la scolarité de l'élève, ce qui permet, dans certains cas, en première année par exemple, de pouvoir proposer le redoublement pour cet étudiant. C'est pas parce qu'on le propose que le redoublement sera voté, hein, mais au moins cette proposition peut être faite. Donc l'enseignant référent a un rôle aussi au niveau des jurys, puisque c'est lui qui va donner les informations qu'il a à sa disposition sur les élèves. Et donc c'est le jury qui va décider ensuite de valider, et donc de passer de 40%, de 60% de validation automatique à 90% à peu près de passage en deuxième année, puisqu'on va traiter un par un chacun des élèves en jury. Merci Marion. Des éléments aussi, des questions sur les calendriers à plusieurs reprises, entre la date de fin de jury de première année, la communication de l'ensemble des notes, y compris les notes de stage, la nécessité de valider le premier semestre pour la mobilité certaines mobilités internationales. Alors, validation du premier semestre pour la mobilité internationale. Alors, on a un sujet sur Monterrey. On va peut-être se focaliser sur les questions sur les dates de jury et la connaissance Ouais. des notes. Donc, les dates de jury. Notre jury de premier semestre se tient le 11 mars, si mes souvenirs sont bons. Donc là, les étudiants sauront s'ils ont validé ou pas leur premier semestre. Alors, en fait, ils le savent un peu avant, hein. À partir du moment où leurs notes sont saisies par les enseignants, il suffit, s'ils savent calculer une moyenne, ils savent s'ils ont validé ou pas. Mais officiellement, ils ont le résultat après le 11 mars. Alors, le résultat, le jury a lieu le 11 mars. On a toujours besoin de quelques jours pour pouvoir publier les résultats parce que ça nécessite un certain nombre d'opérations. Ensuite, le jury de fin d'année. Alors, j'ai plus la date complètement en tête, mais il me semble qu'il est cette année, pour les premières années, il doit être juste avant le week-end du 14 juillet. Il doit être le 12 juillet, il me semble. Pour les élèves de deuxième année, il est un peu avant. Il doit être aux alentours du 8-9 juillet, je pense. Toutes ces dates, les étudiants y ont accès, hein, vous pouvez leur demander, vous pouvez demander à vos enfants. Toutes les dates sont publiées sur l'intranet du département auquel ils ont accès, donc ils peuvent le vérifier. Donc voilà, à partir de là, ils savent s'ils passent en année supérieure ou pas. Pour la ventilation dans les départements de spécialité, si mes souvenirs sont bons, le jury de ventilation a lieu cette année le 18 juillet, je crois.
Alors Marion, peut-être on va faire une petite pause avant de revenir sur les critères de choix des départements. Je vais peut-être passer la parole à Nicolas, puisqu'il y a eu beaucoup de questions aussi sur les conditions de réservation des résidences pour la deuxième année et au-delà de la deuxième année. Nicolas, peut-être quelques informations? Oui, alors j'ai essayé de répondre sur le chat. Normalement, les réservations, en tout cas pour nos résidences, auront lieu au premier trimestre ou alors, j'ai pas regardé le calendrier, tout début avril si c'était pas le cas en mars. Euh, il n'y a pas de souci à se faire hein, quand on est en première année à l'INSA et qu'on reste à l'INSA pour la deuxième année. La chambre est garantie, il y a aucun souci. Donc, il suffit que votre fils ou votre fille prenne sa file et remplisse bien le sondage quand il sera diffusé par la direction des résidences. Normalement, on fait relais aussi avec les associations étudiantes, donc nos étudiants ne peuvent pas passer à côté de cette question. J'en profite aussi pour répondre sur les résidences, même si j'ai répondu dans le chat. Il y a des possibilités, bien évidemment, de loger sur Lyon et dans notre campus pour ceux qui font leur stage, notamment sur la communauté urbaine, enfin sur la métropole de Lyon. Et pour nos étudiants étrangers ou dom-tom, nous proposons effectivement une solution de stockage des affaires s'ils en ont besoin, hein, pour leur éviter bien évidemment de tout vendre ou de tout transporter à l'autre bout du monde. Merci Nicolas. Peut-être revenir Marion sur la question, les multiples questions sur le choix des départements et les critères de ventilation dans les départements, et éventuellement la pondération des résultats dans les disciplines en fonction des départements et éventuellement sur l'offre au sein de certains départements de voies par alternance. On va prendre ces trois catégories de questions. Alors, en ce qui concerne donc la ventilation dans les départements, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se fait par un calcul de moyenne générale. Il n'y a pas de pondération des matières en fonction du département. Donc ça, c'est une volonté que l'on a de façon à ce que les élèves ne fassent pas d'impasse sur certaines disciplines. On souhaite leur amener une formation de base au cours de ces 2 premières années qui soit la même pour tous et qui leur permette ensuite d'évoluer dans n'importe quel département. Euh, Évidemment, chaque département va avoir sa spécificité, mais il faut bien voir que n'importe lequel de nos départements peut amener dans des secteurs industriels très variés. Et que, je prends un exemple, si un étudiant est intéressé par le domaine de l'aéronautique, il pourra y entrer par n'importe quelle voie, n'importe quel département. Alors, on peut peut-être mettre à part le département biosciences, mais globalement, chaque département ouvre un panel de métiers et de secteurs d'activité extrêmement large. Donc, on essaye de démystifier un petit peu tout ça auprès de nos élèves de deuxième année qui se mettent beaucoup de pression lorsqu'ils n'ont pas leur département de prédilection. C'est souvent la fin du monde pour eux. Et puis, en fait, une fois qu'ils sont dans le département de spécialité dans lequel ils ont été admis, tout se passe très bien. Ils s'y intègrent très bien. Et on a régulièrement des retours d'élèves qui nous disent, ah bah finalement, ça va bien et j'avais pas forcément raison de me mettre autant martel en tête. Donc, si vous pouvez nous aider à démystifier un petit peu tout ça et à faire tomber un peu la pression que se mettent les élèves sur ce choix de département, ça serait super parce qu'ils se mettent vraiment de la pression. Après, les choix de département, nous, on essaye de les amener à faire des choix éclairés au travers des différents dispositifs qu'on déploie, le forum des départements, la journée objectif ingénieur. Force est de constater que parfois, les choix de département nous dépassent un petit peu et que parfois, ça peut être lié à ce qu'une association de département est plus dynamique dans un département que dans un autre. Ça peut être lié à une réputation de plus de travail dans un département que dans un autre, qui sont très loin de considérations uniquement liées au domaine de spécialité du département. J'ai perdu un peu le fil des différentes questions. Il y a peut-être une question sur la pondération, tu y as répondu. Il y avait la question de l'alternance, de Ah oui, l'alternance. l'offre alternance dans certains départements. Oui, alors on a certains départements effectivement qui proposent des formations par alternance. Ce sont des formations qui se développent actuellement et notre offre va s'étendre au fur et à mesure des années sur de plus en plus de départements.
Donc actuellement, il y avait une intervention spécifique lors de la journée objectif ingénieur sur les filières en alternance et on fait une communication spécifique puisque chaque filière, chaque CFA a en fait son propre calendrier de recrutement. Donc, on oriente les élèves, on les repère, on a fait pas mal de communication et d'informations là-dessus et on les accompagne pour préparer leur dossier. On est en lien direct avec les directeurs de ces formations par alternance pour que nos élèves soient le plus possible accompagnés sur ces sujets. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Normalement, ils ont reçu les informations à ce sujet. Merci beaucoup, Marion. Alors, je vais prendre parce que plusieurs petites questions sur Oyonnax et les spécialités sur Oyonnax et dire où est-ce que nous en sommes du sujet. Euh, il y avait effectivement, il y a toujours à Oyonnax une spécialité autour de la plasturgie du département génie mécanique. Cette année, à la rentrée 2024, la dernière promotion suivant ces modalités euh, se, se- donc, déroulera sur Oyonnax, c'est-à-dire que très concrètement, la filière qui dépend de spécialités, donc au sein de génie mécanique, sur la plasturgie sous statut étudiant, se fera encore à Oyonnax et donc pour 2 années, puisque c'est à la fin de la première année. Donc c'est spécifique à génie mécanique et à la filière plasturgie. La filière plasturgie en alternance se déroule, elle, depuis 2 ans maintenant, à nouveau sur le campus de Lyon. Et à l'issue de au-delà de la rentrée 2024, les étudiants de GM ne seront plus amenés à aller à Oyonnax pour poursuivre la fin du cursus dans la filière plasturgie. Nous la rapatrierons sur le campus de Lyon et se développeront dès la rentrée sur le campus d'Oyonnax, un diplôme d'ingénieur de spécialisation, c'est-à-dire un diplôme post-diplôme qui permettra à des élèves de différents départements en 5e année aussi de suivre cette spécialité sur la base du volontariat avec des ingénieurs diplômés qui viendront chercher ce diplôme de très haut niveau qui vient d'être accrédité par la commission des titres d'ingénieurs de spécialisation et nous développerons également d'autres formations. Et donc, pour répondre, sur Oyonnax, c'est une spécialité plasturgie de GM qui recrutera ses derniers étudiants à la rentrée 2024 pour 2 ans et qui ne recrutera plus à partir de 2025 dans le département génie mécanique. Alors, nous allons essayer de reprendre, je vais aussi ventiler quelques questions. Je reviens, parce que je vois qu'il y a d'autres questions qui n'ont pas complètement été traitées, sur la question du calendrier ou des modalités de choix des résidences. Je reviens vers Nicolas, au-delà de la 2e année. Donc, quels sont le nombre de places, les possibilités? Je crois qu'on n'a pas forcément répondu à toutes ces questions. Nicolas. Ok. Alors, euh, donc, en général, il n'y a pas de problème, hein, puisque j'ai eu la question pour être logé au niveau des résidences de l'INSA quand on est en 3e année. C'est plutôt sur les années postérieures, hein, où on va avoir des difficultés, puisque notre priorité est de loger d'abord les primo-arrivants à Lyon, hein, donc les FIMI, mais aussi nos admis directs en 3e année, et puis tous nos étudiants internationaux. Et donc, ensuite, nous remplissons nos chambres, effectivement, avec les autres demandes. Il se trouve que beaucoup d'étudiants souhaitent, en 4e ou 5e année aussi, vivre d'autres expériences et notamment se mettre en colocation avec des amis. Donc, finalement, nous n'avons pas tant que cela de problématiques pour arriver à loger nos élèves donc de 2e année qui voudraient être logés en 3e année. Il y a une inscription donc avec cette campagne qui est menée par la direction des résidences. Et ensuite, si il n'a pas une chambre, enfin votre enfant n'a pas une chambre qui lui est octroyée automatiquement, il va être sur une liste d'attente. Moi, ce que je conseille de faire à ce moment-là, c'est de prendre contact avec la direction des résidences et d'essayer de voir si la position dans la liste d'attente leur paraît problématique ou pas. On a quand même des mouvements assez importants, on réserve des créneaux et puis on relibère les créneaux. Mais normalement, en 3e année, c'est pas un problème.
Je rappelle quand même qu'on a la capacité de loger la moitié de nos étudiants hein, sur le campus. J'ai La campagne, c'est la même, c'est au même moment. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble des questions sur les résidences, parce que j'avais répondu aussi sur le fil. Euh, Très bien. Ce qui me permet de dire, merci Nicolas, ce qui me permet de dire effectivement que dans la classification, vous voyez que les questions auxquelles nous avons répondu, et donc les réponses figurent, vous pouvez les consulter dans la catégorie répondre répondu, figurent en rejeté des questions auxquelles nous avons répondu à l'oral. Ce n'est pas forcément que nous ayons rejeté, soit ça n'était pas de questions, soit nous y avons répondu, soit dans la présentation, soit au travers d'autres questions ou au travers d'écrits. C'est pour éviter d'avoir des réponses redondantes. Euh, Quelques questions également sur les changements de section entre la première et la deuxième année, sur la section internationale. Est-ce qu'on a, Marion, des éléments à apporter? Oui, bien sûr. Alors, les élèves qui sont en filière classique en première année actuellement auront la possibilité d'intégrer une filière internationale l'année prochaine s'ils le souhaitent. Donc, il y a deux communications, enfin, il y a deux temps de communication qui sont prévus à ce sujet avant les vacances de février et après les vacances de février, selon que les élèves sont en filière classique ou internationale. Donc, possibilité d'accéder à une filière internationale. On encourage même les élèves à le faire parce que on a une problématique de rééquilibrage des groupes. Donc, on est très content que des étudiants passent de la filière classique à la filière internationale entre la première et la deuxième année. Dans ce cas, j'ai vu qu'il y avait une question sur la langue vivante numéro 2. Dans ce cas, les élèves qui passeront en filière internationale reprendront leur LV2 en deuxième année, puisque la LV2 est réservée aux étudiants des filières internationales. Les étudiants de première année auront aussi la possibilité d'intégrer une section artistique en deuxième année. Donc, même chose, ça sera présenté dans le cadre de cette réunion d'information. Ils auront le temps d'y réfléchir et les choix se font, en général, on consulte les élèves au fin avril, début mai, et puis on affecte les élèves dans les sections ou dans les filières internationales après le jury du mois de juillet. Donc ça, c'est pour les changements en fait de filière ou de section entre la première et la deuxième année. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions relatives au stage, aux modalités du stage. Donc, je rappelle que c'est un stage qui a lieu entre la première et la deuxième année. Il dure 4 semaines et c'est un stage de découverte de l'entreprise avec forcément des tâches d'exécution à réaliser. Donc, il y a des règles assez précises. On a un service des stages. Donc, si vos enfants ne sont pas au courant de l'existence de ce service des stages, malgré le fait qu'on les en ait informés, ben, vous pouvez leur rappeler qu'il existe et que donc ils peuvent se tourner vers ce service qui est à leur disposition pour expliquer comment est-ce qu'on cherche un stage, quelles sont les modalités, quels sont les critères, etc. Donc, les deux collègues qui sont gestionnaires de ce service ont déjà proposé des sortes de temps d'échange avec les étudiants, mais elles ont eu peu de succès jusqu'à présent parce que les élèves étaient un peu obnubilés par leurs évaluations de fin de semestre. Mais elles vont reproposer des créneaux dès la semaine prochaine, je pense. Donc, les élèves n'hésitent pas à se rendre sur ces temps d'échange. Ils auront tout un tas d'informations sur le stage. Il est bon de rappeler aux élèves qu'ils ne s'y prennent pas au dernier moment parce qu'on a eu encore cette année, encore l'année dernière, des signatures de conventions de stage très, très tardives. C'est compliqué pour nous hein, de devoir tout faire à la fin puisque on doit signer plus de 800 conventions de stage, donc c'est un peu compliqué. Donc, que les élèves anticipent, c'est très bien. Et puis qu'ils fassent bien ce qu'il faut ensuite pour le circuit des signatures sur la convention de stage. Donc, ils ont un guide des stages, ils ont une page Moodle, c'est notre environnement numérique de travail qui explique toutes ces modalités. Ensuite, les étudiants donc rédigent un rapport à l'issue de ce stage. Ce rapport est évalué par un enseignant qui est en fait un ingénieur conférencier. Donc, c'est quelqu'un qui est issu du monde de l'entreprise qui vient et qui encadre les élèves sur ce sujet-là. Les notes de rapport de stage, ils devraient les avoir normalement au début du deuxième semestre, puisque la note de stage compte pour le deuxième semestre de la deuxième année. Donc, c'est normal qu'ils n'aient pas eu encore leurs notes si certains ne les ont pas encore eues. Voilà pour les stages, je pense que j'ai à peu près répondu. Et puis, j'ai vu pas mal de choses au niveau de Parcoursup, du calendrier de Parcoursup. Alors, effectivement, notre jury est le 11 mars et la fin d'établissement des vœux sur Parcoursup est le 14 mars. Mais ne vous inquiétez pas, on va communiquer avec les élèves dès la semaine prochaine là-dessus. Les enseignants référents vont revenir vers eux parce qu'en fait, on a déjà identifié les élèves en difficulté. Et en général, quand on fait cette communication,
beaucoup d'élèves s'inscrivent sur Parcoursup alors qu'ils auront validé leur semestre. Donc souvent, ils se sont inscrits et puis ils se désinscrivent une fois la validation du semestre obtenu. D'autant que la date du 14 mars, c'est la saisie des vœux. Mais ensuite, donc il faut bien qu'ils les aient saisis. Mais c'est pas la fin de la procédure Parcoursup, elle est un petit peu plus tard. Voilà, mais on a bien en tête cette histoire de calendrier et on va communiquer avec eux. On n'a pas voulu le faire avant les évaluations de fin de semestre pour pas leur mettre une pression supplémentaire. On va le faire à partir de la semaine prochaine. Merci Marion. Prendre une question d'une nature un peu différente sur la place de l'IA et l'adaptation des programmes, l'intelligence artificielle, pour indiquer d'abord que c'est un sujet qui est évidemment traité en recherche et en formation à l'INSA Lyon, aussi bien dans les départements de spécialité, tout particulièrement dans le département informatique, mais également dans le département de télécom, puisque l'IA est embarquée dans de nombreux objets connectés, et ces télécoms et usages, on n'est pas seulement sur les télécommunications, on est sur tout ce qui communique d'une façon ou d'une autre. Il y a une mission qui est en cours, euh, alors qu'on a déjà eu des sessions de réflexion sur ces sujets-là et des partages d'expériences, une session stratégique d'ailleurs du conseil d'orientation stratégique dans le cadre de la fondation spécialement dédiée à ces questions-là, il y a déjà quelques temps. Et donc aujourd'hui, il y a une mission d'expertise au niveau du conseil des études, de réflexion sur le sujet, mais surtout, les programmes de l'INSA Lyon sont en évolution permanente. Peut-être savez-vous, ou en tous les cas, je le rappelle, que nous faisons évoluer nos contenus de formation d'abord de façon permanente, mais plus particulièrement dans le cadre d'un projet qui a été initié par le groupe INSA en partenariat avec le think tank The Shift Project, très connu pour son président Jean-Marc Jancovici, très médiatique. Mais ce travail a abouti dans le cadre d'un projet qui s'appelle donc ClimaSup INSA à l'introduction d'enjeux euh, traitant précisément d'enjeux socio-écologiques et traitant précisément de la nécessité d'adapter les formations, mais également des enjeux liés au numérique. Et donc, dans le cadre des enjeux liés au numérique, nous allons, dans les jours qui viennent, procéder à quelques annonces aussi sur une accélération de l'adaptation de nos enseignements pour introduire évidemment de nouveaux modules, de nouvelles modalités de formation, en particulier autour de l'IA, autour du traitement des data, autour des grands modèles de langage, etc. Donc, l'évolution des programmes, c'est une activité qui est permanente. Il y a eu en particulier au niveau des 2 premières années des modules nouveaux d'éveil à la transition écologique, qui sont des modules puissamment novateurs, qui sont parmi les premiers en France de cette envergure-là, qui sont aujourd'hui très regardés sur le plan national, puisque l'INSA a pris une forme de lead sur ces questions-là au niveau national. Voilà. Alors, je reviens aussi à d'autres points. Donc, nous ne répondons pas, vous l'avez compris, aux questions pour lesquelles vous avez des réponses écrites. Donc, on va rechercher des questions qui ne sont pas complètement traitées aujourd'hui. On parle aussi des P2I. Alors, les choix des P2I, Marion, peut-être, hein, mais c'est en cours, je crois qu'il y a des réponses là-dessus. Alors, les P2I, donc c'est un acronyme, on est très friand d'acronymes chez nous. Ça veut dire parcours pluridisciplinaire d'initiation à l'ingénierie. Donc, ce sont des parcours qui démarrent là au deuxième semestre de la deuxième année. Il y a 8 parcours différents et donc les élèves ont dû faire un choix parmi ces parcours et ensuite on a fait des affectations dans ces parcours. Donc effectivement, un certain nombre d'élèves n'ont pas eu leur premier choix de P2I et donc sont dans un autre P2I, sachant que ces P2I ne sont pas du tout une préorientation pour les départements de spécialité. Donc des étudiants qui seraient affectés je dis n'importe quoi, dans le P2I modélisation, ça veut pas dire qu'ils seront contraints d'aller ensuite dans un département à forte connotation numérique. Donc, c'est pas du tout une préorientation. Donc, on sait qu'on a un certain nombre d'étudiants là aussi qui ont été insatisfaits parce qu'ils n'ont pas eu parmi leurs 2 ou 3 premiers choix. Et donc, ben voilà, on les a reçus, on leur a expliqué. Là aussi, la plupart du temps, à quelques rares exceptions près, les étudiants se mettent beaucoup martel en tête. Et puis, une fois qu'ils sont dans le P2I, que le projet est lancé, qu'ils sont vraiment dans le travail d'équipe, en général, tout se passe bien. Chaque P2I, effectivement, va avoir une spécificité, un sujet particulier, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments communs avec des modules théoriques, un gros projet qui court sur la moitié du temps consacré au P2I. C'est des projets de 100 heures, hein, c'est des projets importants.
Et voilà. Et en général, ça se passe bien, même si les étudiants étaient un petit peu déçus au départ. Très bien. Euh, je rebondis sur une question qui est tout à fait ponctuelle sur les places disponibles dans les départements. Les places disponibles sont-elles actualisées en fonction du marché de l'emploi? Alors non. Tout simplement pour différentes raisons. C'est que l'adaptation de la formation nécessite aussi de pouvoir adapter le corps enseignant. Et donc, le corps enseignant, il est constitué d'experts. Il est très difficile, il serait très difficile, par exemple, de réorienter les enseignants experts dans un domaine particulier au prétexte que ce domaine connaît un engouement particulier à un moment particulier. Nous sommes plutôt sur des temps longs, mais surtout, et Marion le disait, euh, dans tous les départements, dans toutes les spécialités, les diplômés que nous formons sont extrêmement recherchés. Donc le sujet, c'est moins l'adaptation au marché, puisque aujourd'hui, le marché absorbe non seulement tous les diplômés que nous formons, mais nous réclame d'autres diplômés, davantage de diplômés, dans absolument tous les secteurs et dans absolument tous les départements. Donc pour nous, l'adaptation au marché ne fait pas réellement sens, puisque les ingénieurs INSA sont très recherchés, et toutes les spécialités sont, elles, en revanche, évoluent, sont adaptées en permanence. Euh, Dire aussi, et je pense que c'est un point qui est extrêmement important, qu'on n'est pas enfermé dans une spécialité. Les spécialités à l'INSA, ce n'est pas un métier dans un secteur, ça ouvre en général sur un très vaste secteur, sur un très vaste panel de métiers. Marion l'a dit de façon très claire, et qu'il faut sortir de cette représentation, qui est d'ailleurs souvent, malgré tous les efforts que nous pouvons faire au travers des forums, au travers des contacts, au travers de l'exposition de ce que sont les départements, qui font l'objet de représentations qui sont souvent assez fausses, parce que c'est d'une telle richesse qu'il est difficile de se représenter toutes les opportunités et tous les métiers, tous les contenus de formation de tous les départements avant d'y être. Voilà. Donc, il faut peut-être relativiser beaucoup cette question d'orientation. Alors, on est toujours beaucoup de questions sur les contacts, qui contacter par rapport du point de vue des parents, à qui s'adresser lorsqu'on est inquiet sur les résultats ou lorsqu'on a une préoccupation particulière, à qui s'adresser, Marion, parmi les responsables ou les équipes pédagogiques pour faire un point lorsque c'est possible, lorsqu'on a par exemple un élève mineur, puisque la question est posée. Alors, on a un numéro de téléphone d'accueil sur le département FIMI que vous trouvez sur notre site internet. Donc, c'est la personne qu'il faut contacter et qui ensuite réoriente vers les personnes ad hoc. En général, il n'y a pas de contact direct avec l'enseignant référent. Ça passe d'abord par la direction adjointe aux études, qui ensuite réoriente éventuellement en fonction des demandes, toujours avec la réserve du caractère mineur ou majeur de l'élève concerné. Mais en général, ça passe pas directement par l'enseignant référent. Quoi qu'il arrive, même dans le cas d'un étudiant mineur, l'étudiant sera toujours en copie des échanges de notre côté. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. En général, si vous demandez les informations à votre enfant, il les a la plupart du temps, en particulier sur ses résultats, il est à même de vous les transmettre. C'est plutôt des éléments sur des événements extérieurs, effectivement, il est important qu'ils soient portés à notre connaissance. Et du coup, donc ça passe par cette personne contact. Alors, j'ai pas le numéro de téléphone en tête là, mais sur le site, sur la page internet du département FIMI, vous avez ce contact et vous pouvez passer par cette personne qui réorientera ensuite. Je me permets, il y a une question sur laquelle j'ai pas répondu sur le stage. Deux questions en fait que j'ai vu passer dans le chat. Une question relative à la possibilité de faire son stage à l'étranger. Oui, c'est possible de faire son stage à l'étranger. Il n'y a pas de souci là-dessus, sauf pour les étudiants étrangers des filières internationales. Les étudiants étrangers des filières internationales ont l'obligation de faire leur stage en France. Par contre, tous les autres étudiants peuvent faire leur stage à l'étranger. Alors attention quand même, le départ à l'étranger est soumis à validation de notre fonctionnaire sécurité défense. Et donc la procédure prend un petit peu plus de temps puisqu'on va vérifier que le pays dans lequel l'étudiant va faire son stage n'est pas un pays à risque.
Et on demande aux étudiants de s'inscrire systématiquement sur le site Ariane du ministère des Affaires internationales, je pense. Donc ça, c'est des dispositifs qu'on va redonner aux étudiants, mais voilà, on a quelques petits points d'attention pour les étudiants qui partent faire leur stage à l'étranger. Il y avait une question également au sujet des élèves mineurs. Effectivement, dans certains cas, on a certaines entreprises qui sont un peu frileuses à prendre des étudiants mineurs. En général, en discutant avec elles, ensuite, ça se passe bien. On fait un accompagnement spécifique pour les élèves mineurs qui rencontreraient des difficultés. Il faut savoir qu'on a quand même beaucoup d'offres, on a voilà, des offres de stage quand même en nombre assez important et que tous nos élèves finissent par avoir un stage. Voilà, et en général, ça se passe bien. Très bien, merci Marion. Peut-être des points un peu plus, alors un peu dézoomant sur sur le département FIMI les 2 premières années, mais je vous laisse aussi, Nicolas, si tu as vu des questions sur lesquelles il est utile d'apporter des réponses, je vais te laisser intervenir. Bon, sur des questions sur les classements, le classement de l'usine nouvelle qui ne serait pas favorable. Alors d'abord, il n'est pas du tout déshonorant. Je vais juste rappeler 2 choses. C'est que les classements en France, en général, ils sont plutôt pensés pour les écoles post-classe préparatoire aux grandes écoles parce que c'est là que c'est le plus compliqué de choisir les concours et la stratification des écoles. Donc, ils sont en général pas très favorables aux écoles en 5 ans, aux écoles post-bac. Ça, c'est une première chose. Bon, je vais le dire tout net, le classement de l'usine nouvelle est une grande fantaisie puisque c'est un classement qui est établi sur des paramètres qui sont un peu étranges et puis un classement qui classe l'école d'ingénieurs de l'université Léonard de Vinci avant Centrale Supélec ne devrait pas être regardée avec trop de sérieux. Voilà. Donc, nous sommes assez constants dans ce classement dont les résultats sont extrêmement variables. Euh, Nous envisageons de sortir du classement de l'usine nouvelle parce il a très très peu de crédibilité, je dois le dire malheureusement. Pour le reste, dire simplement que l'INSA Lyon est un établissement qui est aujourd'hui extraordinairement apprécié des employeurs, extraordinairement recherché des candidates et des candidats, je le disais en introduction, mais je crois qu'aujourd'hui, euh, il faut aussi mesurer à quel point les opportunités à l'INSA sont multiples, à quel point les offres sont riches pour un seul et même établissement. C'est ce qui amène effectivement à toutes les questions que vous posez sur l'orientation, sur le choix. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de sujets aussi encore au niveau des P2I. Marion, je te laisse peut-être préciser ou clarifier certains points sur les choix des P2I, sur des calendriers, sur les différents choix. Alors, je- c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire que vous témoignez de l'expérience vécue, qui est une expérience singulière, particulière, et qui effectivement peut mettre le point sur des difficultés. Nous vous répondons sur des analyses qui sont plutôt des analyses de nombres et des analyses de statistiques. Il peut être extrêmement frustrant de n'avoir peut-être que son cinquième choix dans une demande particulière, mais Marion vous l'indiquait, 95% des choix de départements de spécialité se font sur les 3 premiers, pardon, des attributions se font sur les 3 premiers choix. Voilà, on est dans une perception où nous vous donnons aussi des réponses qui sont des réponses générales et vous posez nécessairement des questions qui peuvent être des questions particulières. Et oui, bien sûr, il peut y avoir des fluctuations, il peut y avoir ça et là des difficultés ou des cas d'espèce. Donc, Marion, je ne sais pas, je te laisse prendre connaissance des questions si tu veux apporter des précisions complémentaires. Alors, je peux revenir effectivement sur les choix de P2I. On a eu effectivement une problématique cette année sur un P2I qui a été relativement peu demandé par les étudiants. On aimerait bien mieux connaître pourquoi. C'est difficile d'en obtenir les raisons. On a déjà diminué le nombre de places dans ce P2I, mais on atteint une masse critique. En fait, on ne peut pas, c'est ce que disait notre directeur tout à l'heure, on a un certain nombre de places dans les départements qu'on ne peut pas, et c'est pareil pour les P2I, qu'on ne peut pas diminuer autant qu'on voudrait. On a une masse critique à maintenir. On va travailler sur ce P2I-là particulier parce que les élèves se font en fait souvent de fausses idées en fait. Et c'est pareil sur les départements, il y a beaucoup de bruit qui court entre les élèves. Ça varie d'une année sur l'autre d'ailleurs parce que là on parle d'un P2I en particulier, mais il y a 2 ans c'était un autre qui maintenant est très plébiscité par les étudiants. Donc ça fluctue je dirais, à un rythme de 3-4 ans. C'est pareil pour les départements de spécialité. On a du mal à bien comprendre ce qui se cache derrière, en fait. Et effectivement, c'est vécu par quelques étudiants assez mal.
je le reconnais. On essaie de rassurer ces élèves, on essaie de les accompagner. On constate également une augmentation croissante depuis ces dernières années parmi nos étudiants. Je ne sais pas si ça se poursuit ensuite dans les départements de spécialité, mais en tout cas sur le département FIMI, c'est assez marquant, d'une grande difficulté à gérer la frustration. Et donc, il faut aussi qu'on les accompagne sur ces sujets-là. La frustration fait partie de la vie. Et donc, on doit aussi les amener à savoir gérer ça, à être capable, malgré la déception de ne pas avoir eu un choix quel qu'il soit, que ce soit une filière internationale, que ce soit un département, que ce soit un P2I, de savoir gérer cette déception et de pouvoir continuer à s'investir, en particulier dans les travaux de groupe qui vont en découler, puisque dans les P2I, ce sont des travaux en équipe qui vont ensuite se monter. Ça fait partie de la vie d'un ingénieur, ça fait partie de la formation qu'on doit leur apporter. Et voilà, il faut qu'on leur apprenne à gérer cette frustration qui est, pour nos élèves, de plus en plus difficile à accepter. Merci beaucoup, Marion. Je pense que c'était effectivement important de le dire. Alors, je prends quelques questions parce qu'elles sont extraordinairement nombreuses. On va pas forcément répondre en direct à tout, mais on tâchera d'apporter des réponses et aussi de communiquer sur différents éléments qui seront remontés. Est-il possible de choisir une spécialité dans un autre établissement du réseau INSA, dans le groupe? La réponse est non. On ne peut pas changer facilement comme ça parce qu'en fait, on change non pas de spécialité, mais on change d'établissement. Néanmoins, il existe des cas particuliers où il est possible, en fin de cursus, de choisir ou d'échanger sa dernière année pour passer dans un autre établissement. C'est du domaine du possible sur des cas particuliers. C'est aussi possible pour des raisons qui peuvent être des raisons médicales ou des raisons autres, à condition de candidater. Et c'est possible lorsqu'on est à Lyon, dans un INSA qu'on aurait eu, c'est-à-dire dans lequel on était suffisamment bien classé pour entrer, parce qu'on ne peut pas imaginer passer ainsi dans un INSA dans lequel on n'aurait pas été admis. Une autre possibilité, c'est aussi de choisir, et ça existe depuis l'année dernière, de choisir une spécialité, une dernière année au sein du collège d'ingénierie, qui est l'alliance que nous avons sur le site Lyon-Saint-Étienne avec l'école centrale de Lyon, avec l'école des mines de Saint-Étienne et avec l'ENTPE, école de la transition écologique, qui sont donc des écoles d'ingénieurs avec lesquelles nous avons des accords pour pouvoir permettre que des étudiants qui le souhaitent en dernière année, si leurs résultats le permettent aussi, s'ils sont acceptés par l'établissement, puissent aller suivre une spécialité qui ne serait pas offerte à l'INSA Lyon dans ces différentes écoles. Donc, il est possible à la marge, mais en fin de cursus, de changer d'établissement dans ces conditions-là, qui sont quand même extrêmement restrictives et qui concernent finalement très, très peu d'élèves. Alors, des questions aussi, on a passé un peu vite sur le rythme d'alternance. Alors, des semaines en entreprise à l'INSA, je rappelle que le cursus est sur 5 ans, il y a de nombreux stages. Marion parlait du stage de fin de première année, qui est un stage en entreprise, en découverte d'entreprise, qui ne peut pas être échangé contre un stage d'une nature qui serait différente. Je me permets de dire, puisque nous développons l'alternance et qu'on a évoqué le fait qu'il existait des voies d'accès au diplôme par l'apprentissage, que ces voies sont en train de se développer, qu'elles seront de plus en plus nombreuses à l'INSA et qu'elles permettront de démarrer l'apprentissage non seulement en première, mais en deuxième et également en troisième année, puisqu'il y a une grande réforme de l'apprentissage qui est mise en place et qu'on a des modalités nouvelles à peu près tous les ans. Donc, le nombre de semaines de stage en entreprise existe pour la formation sous statut étudiant, mais pour la formation sous statut apprenti, les formations sous statut apprenti qui se développent, la présence en entreprise et les périodes de présence en entreprise sont beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus longues. Voilà. Donc, je crois que c'est un point qui est extrêmement important qu'on pouvait partager. Il y avait des questions aussi sur l'alternance en troisième année. Elle peut se faire en général sous statut de contrat de professionnalisation euh, en troisième année du cursus ingénieur, donc en cinquième année chez nous, mais à partir de la troisième année, donc première année dans les départements de spécialité, on peut aussi choisir selon les départements, mais ça n'est pas encore offert dans tous les départements, ça va se développer, de suivre sous statut d'apprenti et donc en alternance. Alors, beaucoup aussi, je parle ici un peu des mobilités, on regroupe ces questions-là, des universités européennes et des mobilités internationales, européennes ou extra-européennes. Oui, nous avons de très nombreux doubles diplômes. Évidemment, c'est variable dans les départements. Là, il faut regarder département par département
toute l'offre de mobilité internationale et toute l'offre de double diplomation. On a de nombreuses possibilités. Tous les départements offrent effectivement de multiples possibilités avec des règles sur la mobilité. On ne peut pas partir n'importe quand et pour n'importe quelle durée. Il y avait une question tout à l'heure sur un stage en Bolivie. Alors non, nous n'avons pas de correspondant INSA dans l'ensemble des pays du globe. Et bien sûr, lorsqu'il s'agit d'un stage, c'est-à-dire une mobilité qui n'est pas encadrée par un accord particulier, nous n'avons pas forcément de correspondant, mais je rappelle que nous accompagnons nos élèves aussi pour qu'ils s'inscrivent sur ce qu'on appelle le fil d'Ariane, et qui est aussi le dispositif de suivi des mobilités internationales pour tous les citoyens français et qui permet en particulier d'être connu et identifié par les corps diplomatiques et consulaires. Ça peut être extrêmement utile en cas de difficulté, mais aussi ça donne beaucoup de contacts sur dans le pays pour les élèves qui sont en mobilité internationale. Alors, je vous laisse pour les dernières minutes, peut-être, Nicolas, regarder ou apporter des précisions ou des réponses à des grandes questions auxquelles nous n'aurions pas encore répondu ou des petites questions sur lesquelles des précisions sont importantes. Nicolas? Je crois que j'ai répondu à tout ce que j'ai vu qui me concernait sur le fil. Moi, je peux peut-être juste compléter. Alors, J'ai vu passer oui, une question sur les césures. oui. Alors, il est possible de faire des demandes de césure entre la deuxième et la troisième année avec un projet motivé. Donc, on a des règles dans notre règlement des études qui spécifient les dispositifs de césure. Donc, les élèves peuvent les consulter. On a déjà été sollicité par des étudiants. Et donc, ça, c'est une possibilité qui est ouverte entre la deuxième et la troisième année. Ensuite, il y a aussi des possibilités de césure en département, mais là, par contre, les modalités, je les connais un petit peu moins. Mais voilà. Et puis, juste pour compléter ce que tu disais, Frédéric, relative au stage en Bolivie, j'ai vu passer la question. Alors, sur certains pays, nous, pour nos étudiants étrangers, en particulier sur l'Amérique latine, vu qu'on a une filière Amerinsa et que donc on a pas mal de contacts sur un certain nombre de pays d'Amérique latine, en général, les élèves qui partent en Amérique latine sont suivis, c'est-à-dire qu'ils partent dans des conditions un peu particulières. Souvent, ils vont travailler dans des associations sur place. Et donc, c'est des associations qui accueillent des élèves régulièrement venant de l'INSA Lyon. Et donc, on a des contacts sur place, en fait. C'est pas un suivi de stage sur place, mais il y a des personnes référentes sur place. On est attentif à ça hein, quand on autorise un départ sur un pays vraiment lointain comme un pays d'Amérique latine. On a un suivi des élèves. Voilà. Je donnais une réponse générale sur l'ensemble des stages, sur l'ensemble du Mm. globe. Effectivement, il y a des filières particulières, il y a des accords particuliers, il y a des contacts. Bon, des réponses aussi sur enfin, des questions sur les doubles cursus. Alors, je ne l'ai pas abordé parce que c'est un peu prématuré aussi par rapport au sujet euh, centré autour des élèves dans le département de formation initiale au métier d'ingénieur. Donc, évidemment, c'est comme les doubles diplômes, beaucoup de questions, comment est-ce qu'on fait pour accéder à Karlsruhe? Tout ça se fait au sein des départements. Donc, je ne dis pas que c'est hors sujet parce que je comprends et j'en suis ravi que ça vous préoccupe. Ça veut dire que vous avez une connaissance déjà intime des possibilités offertes par l'INSA à vos enfants. Pour autant, il y a des niveaux de précision qui doivent être donnés au sein de chaque département sur certains sujets. Ça me semble aujourd'hui très important. On parle des doubles diplômes avec des business schools. Alors, c'est un sujet que nous travaillons avec plusieurs partenaires. Je vois citer l'IAE d'Aix-en-Provence. Il se trouve que j'ai un rendez-vous avec le directeur dans quelques semaines. Mais d'une façon générale, nous sommes en train de développer à l'INSA des parcours double diplômants ou permettant d'acquérir de doubles compétences, en particulier avec l'Institut d'études politiques, l'IEP de Lyon, donc Sciences Po Lyon, pour des diplômes doubles et nous ferons des annonces au moment opportun. Pour les élèves qui sont aujourd'hui en FIMI, eh bien, ils pourront bénéficier de ces nouvelles possibilités dans les années à venir. L'INSA est un établissement vivant, extrêmement actif, qui développe voilà, de nouvelles opportunités, je le disais, de nouveaux dispositifs un peu en permanence, de nouveaux partenariats en France et dans le monde. Et bien sûr, cette masse d'informations, elle est partagée au moment opportun, dans toute la mesure du possible, aux étudiants lorsqu'ils sont effectivement
dans des forums d'orientation, dans tous les dispositifs que nous mettons en œuvre pour les informer. Beaucoup d'informations sont disponibles sur nos sites, sur les sites de département. Il y a énormément de ressources. C'est aussi la raison pour laquelle il était difficile de répondre de façon précise à toutes les questions que vous nous avez posées. Nous sommes efforcés de donner le maximum de réponses sur le maximum de sujets. On n'a certainement pas répondu à toutes les questions dans leur précision. Et puis, on a des questions qui sont des questions extrêmement spécifiques à une situation particulière. Vous avez compris qu'on essaie ici de donner plutôt des généralités. Si vous avez des questions particulières, Marion vous l'a dit, il y a un numéro qui permet de contacter en tant que de besoin. Il faut que ce soit sur un sujet un peu sérieux, évidemment, qui le mérite, pas simplement de l'information, mais la direction des études du département FIMI et de vous orienter, si besoin est, vers les différents services. Voilà, je pense que nous avons fait le tour des Si. principaux sujets. Je vais vous remercier vivement pour votre participation extrêmement active et les très nombreuses questions que vous avez posées, qui ont permis de répondre à beaucoup d'entre elles. Si je regarde ici, entre les répondus et les rejetés, qui sont celles que nous avons traitées à l'oral, on frise les 190, ce qui est beaucoup. On n'a pas répondu forcément à toutes. On va s'efforcer de compléter. Merci encore. Merci Marion. Merci Nicolas. Merci à Ophélie et au service communication d'avoir organisé cette séquence. Euh, Nous restons à votre écoute, nous restons évidemment attentifs et puis n'hésitez pas encore une fois à interagir quand vous jugez que c'est nécessaire euh, avec vos enfants qui sont aussi détentrices et détenteurs de beaucoup d'informations, on le disait, au travers du site de l'école et des différents documents auxquels ils ont accès. Merci beaucoup, bonne fin de journée à toutes et tous, merci aux parents qui sont contactés de très loin. Cette information et cet échange s'est fait en français. Vous savez que comme il est rediffusé, vous pourrez accéder, si vous le souhaitez, à une traduction en parallèle. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et tous. Au revoir.